La présidentielle a été calamiteuse. Est-ce que les législatives vont permettre au Parti socialiste de sortir la tête de l'eau? Eh bien, c'est avec Pascal Cherki, député de la 11e circonscription de Paris, que nous sommes ce matin. Pascal Cherki, bonjour. Bonjour. Ça a mis en forme. Alors, les affaires continuent. C'est-à-dire Les affaires. Ah, vous voulez parler de M. Ferrand et Monsieur Mme de Ferrand, Sarnez? Madame de Sarnez, peut-être d'autres. On parle de Brice-Hortefeux aussi, et peut-être chez vous. Peut-être. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que la moralisation est un exercice pas évident. Ouais. Il doit démissionner, Richard Ferrand? C'est au Premier ministre de se prononcer. Oui, il s'est prononcé, lui, le Premier ministre. Moi, je considère que son maintien est compliqué. Compliqué. Pourquoi? Compliqué par rapport à la nature de l'affaire qui est mise en cause. Alors après, je mets toutes les guillemets d'usage, je mets toutes les précautions. La justice n'est pas saisie, elle ne s'est pas autosaisie. La justice n'est pas saisie, mais je pense que cette affaire va traîner comme un boulet. Et donc, ça va peser sur sa fonction ministérielle. Macron a intérêt à lui dire de démissionner? Il devrait se mettre en retrait de la fonction ministérielle. Après, aux législatives, les électeurs jugeront, mais se mettre en retrait de la fonction ministérielle. Et puis, une fois que cette affaire est passée, quitte à revenir au gouvernement. Marielle de Sarnez, elle, c'est votre concurrente dans le 14e arrondissement de Paris, qui correspond à la 11e circonscription, c'est pas toujours évident. Ça vous étonne que, elle est accusée, c'est une dénonciation, on va en parler de cette méthode d'ailleurs, une dénonciation d'une eurodéputée frontiste qui dit elle a fait en fait ce qu'on nous reproche à nous au Front National, d'avoir utilisé à Paris quelqu'un rémunéré par le Parlement européen. Ce qu'on appelle un emploi fictif, en fait. Un emploi fictif. Alors, la fictivité de la chose n'est pas encore démontrée. Tout à fait, non, mais c'est ce quoi porte l'accusation, et le parquet est saisi, a décidé d'ouvrir une enquête. Une enquête préliminaire. Oui, c'est une enquête préliminaire. C'est une affaire qui est quand même assez gênante et sérieuse, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs. Pareil, elle devrait se mettre en retrait? C'est à elle qu'il faut poser la question. En tout cas, moi, j'ai été ce matin dans l'arrondissement et j'ai été interpellé par plusieurs citoyens parce qu'ils étaient quand même un peu choqués de cette affaire. C'est plutôt une bonne affaire pour vous, ça? Non, mais moi, je mène un débat politique. Je ne rentre pas dans ces considérations, mais ils étaient un peu choqués parce qu'on n'a pas l'habitude dans le 14e, que ce soit la gauche ou la droite, les candidats n'ont jamais été dans la tourmente des affaires. C'est une dénonciation, je l'ai dit, d'une eurodéputée Front National. C'est un sport national, ça, la dénonciation? D'ailleurs, Marielle de Sarnez porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Elle a raison? Ça la regarde, mais en tout cas, de ce que l'on a cru comprendre, c'est que la députée frontiste en question dit attendez, nous, on est l'objet d'une enquête judiciaire pour emploi fictif, c'est-à-dire qu'une partie des députés, des collaborateurs des députés européens du Front National auraient aussi accompli des tâches. Pour le parti, cette fois. Pour le parti. C'est un peu ça qu'elle dit. Elle dit il y en a d'autres. Et c'est un peu ça qui serait reproché, je le mets au conditionnel à Madame de Sarnez, c'est-à-dire qu'une partie de ses collaborateurs, je voudrais dire une chose, M. Terra, aurait servi aussi au MoDem. Et si c'est vrai, je dis bien si c'est vrai, on va être dans une situation un peu baroque, c'est-à-dire que le parquet devra entendre comme témoin le garde des Sceaux, puisque le président du MoDem à l'époque c'était François Bayrou. Donc si elle a accompli des tâches d'organisation pour le MoDem, ça veut dire que les enquêteurs, s'ils vont au bout de la logique, là c'est l'ancien avocat qui vous parle, ils doivent l'entendre comme témoin. Donc vous voyez la situation où un garde des Sceaux qui est censé porter une loi de moralisation politique est entendu comme témoin parce qu'il aurait bénéficié des services d'une attachée parlementaire qui devait travailler qu'au Parlement européen et qui était attachée parlementaire de sa bras droit politique. Ça, ce sont des pratiques sur les pratiques au Parti Socialiste, vous faites la même chose? Il y en a eu dans le passé, bien sûr. Oui, dans le passé. Mais la justice... mais maintenant? J'en sais rien, moi je peux pas vous le dire, mais la justice est passée, en tout cas elle a eu raison de passer à chaque fois. En tous les cas, sur le principe, jusqu'où on va dans cette moralisation? Il n'y a pas des dangers quand même? Non, mais il faut fixer des règles claires. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des règles, à chaque fois qu'il y a des affaires, on avance dans les règles. Quand il y a eu l'affaire Cahuzac, dont a été victime François Hollande, comme là, Emmanuel Macron serait victime des comportements délicats de M. Ferrand, de Mme de Sarnez. Moi, le président de la République, pour moi, n'est pas en cause. Comment on avait réagi à l'époque? On avait fait une loi. On avait fait une loi qui avait dit quoi? Qui avait fixé un certain nombre de règles nouvelles et importantes. Comme avant, la loi Sapin sur les marchés publics découlait des affaires des années 90 et on avait moralisé. Donc là, je sais que le président de la République, le président de la République avait souhaité dans la campagne, il avait annoncé dire qu'il voulait avancer plus loin sur le non-cumul des mandats dans le temps.
Et il a raison. Ça, vous êtes d'accord? Bien sûr. Sur, à un moment donné, l'interdiction de cumuler des fonctions. Les emplois familiaux, il a raison. Ouais. Parce que c'est une des deuxièmes choses qui est reprochée à M. Ferrand. Vous n'avez pas de famille cumuler... dans votre entourage immédiat sur le plan politique? Ben non, je vais vous dire pourquoi M. Terrard, parce que je... Très rare. Très rare, excusez-moi. Ouais. Je vais vous dire pour une raison qui est simple, c'est que je considère, moi, que quand vous embauchez un collaborateur, vous êtes le patron. Donc il y a un lien de subordination. Or, embaucher ma compagne, ce sera un peu lunaire, parce que la relation de couple est égalitaire. D'accord. Donc donner des ordres à une personne avec laquelle vous partageriez la vie quotidienne ne me paraîtrait pas une bonne chose. Est-ce que la solution, c'est pas de faire, comme avait fait Michel Rocard en son temps, une loi d'amnistie finalement, qui est peut-être mal comprise par le public, mais qui évite qu'on ressasse et qu'on ressorte des affaires Moi, je ne conseillerais pas anciennes. Je ne conseillerais pas au pouvoir de le faire, mais par contre, je conseillerais qu'on approfondisse les règles. Voilà, et c'est un système éminemment perfectible. Mais après, je vous dis encore une fois, si le garde des Sceaux et sa bras droit politique, qui sont tous les deux ministres, sont mis en cause dans une affaire, ça va être compliqué qu'il puisse, lui, porter la loi de moralisation de la vie politique. Hein. Oui, ça va être compliqué pour lui. Hein. Bah oui, enfin... D'accord. Est-ce que c'est pas un frein? Même si c'est injuste, à chaque fois qu'il en parlera, on lui dira, mais enfin, est-ce que c'est pas un frein à l'arrivée de la société civile? Parce que bon, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, parfois c'est un peu borderline et c'est pas toujours moralement bien ce qu'on fait quand on est... Non mais il y a deux sujets. Bon, il y a un sujet où c'est toujours de pair qu'il faut faire ça. Il y a la loi sur la moralisation de la vie politique, et puis après il y a le statut des élus. Bon, je pense que c'est une question importante, parce que si on veut avoir des élus qui puissent exercer pleinement leur mandat, il faut aussi réfléchir à la composition sociologique de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a une distorsion entre les catégories professionnelles qui sont représentées à l'Assemblée et la réalité du pays. Bon, dans tous les partis d'ailleurs. Et deuxième élément, il faut aussi réfléchir à après. Voilà. Pourquoi? Parce que quand un élu est battu, ce qui peut arriver, il faut aussi qu'il ait le temps de se retourner et qu'on puisse réfléchir à son reclassement professionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, vous allez multiplier pendant l'exercice du mandat les tentations des élus de se créer des réseaux au cas où. D'accord. Alors, candidat dans la 11e circonscription contre Marielle de Sarnez, justement. Ah non, c'est elle qui est candidate contre moi. Ah, oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est vous le sortant. C'est compliqué dans un bateau qui coule, non? Non, mais moi je vois dans la circonscription... l'électorat, les gens souhaitent que le président de la République réussisse. Et moi, ça vous le sentez? Oui, mais ils ont raison. Moi-même, je souhaite sa réussite. Je veux dire, personne, moi, je ne veux pas spéculer sur un échec que je ne souhaite pas. Donc, c'est une configuration politique assez inédite. Mais vous souhaitez battre sa candidate quand même? Ben moi, je pense que je peux être beaucoup plus utile à la réussite du quinquennat que Madame de Sarnez. Ah bon? Mais oui. Pourtant, vous n'êtes pas dans la majorité. Mais je veux dire, mais pour deux raisons, Monsieur Trérard. Excusez-moi. Pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait une représentation à l'Assemblée nationale qui soit équilibrée. Si vous avez un décalage entre ce qui est... C'est le discours que tient la droite aussi. Hein. Mais ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que si vous avez un décalage entre ce qui est la représentation de l'Assemblée nationale et ce qui est la représentation profonde du pays, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale ne sera pas un lieu de débat et de compromis. Vous auriez dit ça si M. Hamon avait gagné la présidentielle? Bien sûr. Mais c'est pour ça que nous sommes pour la proportionnelle aussi. Ne sera pas un lieu de débat et un lieu de compromis. C'est Mitterrand en 88. Je ne souhaite pas avoir... la majorité absolue. Non, mais il ne sera pas un lieu de débat et de compromis. Ça veut dire que quand il y aura des difficultés, et tous les pouvoirs rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, quels qu'ils soient, ça veut dire que les contradictions se régleront d'abord dans la rue. Bon. Et comme nous sommes une société française qui est quand même très fragilisée, parce qu'il faut aller au-delà du périphérique et regarder la réalité, nous avons intérêt à ce que l'Assemblée nationale soit un lieu de débat et de recherche de compromis. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que ça se jouera durement dans la rue. Vous savez très bien que le débat à l'Assemblée nationale, c'est pas toujours dans la recherche de compromis. On l'a vu avec la précédente majorité. Il faut que le pouvoir le fasse. C'est beaucoup dans l'affrontement, la confrontation. Mais tout dépend de la manière dont le pouvoir exécutif se comporte. Moi, dans la précédente mandature, ce que j'avais pas très bien vécu, c'était quand on avait un Premier ministre raide comme un piquet, M. Valls, qui refusait ses compromis. Paradoxalement, avec Emmanuel Macron, dans sa loi, bon, moi j'étais en désaccord de ça, un certain nombre de points, mais nous avions trouvé un compromis à la fin. Il n'y aurait jamais eu de 49.3 si M. Valls... Vous êtes dans cet état d'esprit-là aujourd'hui? Mais oui, parce qu'il y a des choses dans lesquelles on peut essayer d'avancer, de se mettre d'accord. Après, moi je suis de gauche, je le resterai, je défendrai un certain nombre de valeurs, je serai attentif à... Mais je vais vous prendre un exemple, M. Terrard. Au-delà de la moralisation de la vie politique, le président de la République a dit dans la campagne des élections présidentielles quelque chose d'assez fort. Il a dit... Il faut réduire la dette de la Grèce. Bon, c'est un problème. Bon. Dominique Strauss-Kahn le disait en son temps. Moi, je l'ai dit, j'ai été le seul député à me rendre à Athènes, à prendre la parole lors de la campagne référendaire en Grèce, devant 50 000 personnes pour le faire. Si le président de la République engage un débat qui va être un débat soutenu face aux Allemands, par rapport à ça, qui eux sont campés sur le refus d'eux, il faudra qu'on l'aide.
S'il y a des résolutions qui sont présentées à l'Assemblée nationale, moi j'aiderai le président de la République s'il va dans ce répondez-moi sens-là. un petit peu, vous êtes en voie de pasoquisation, le PASOK, vous parliez de la Grèce là, mais le Non, mais Parti après- socialiste, on va le chercher bientôt. Non, mais parce que c'est quoi, c'est un club? Non mais monsieur Tarard, moi je pense que la gauche, ce qu'on appelle la gauche... Il faut que vous vous réinventiez, comment vous Tout à pouvez fait, vous et la réinventer? droite. Alors ça va prendre un peu de temps, mais c'est une réflexion qui n'est pas que franco-française. L'état de ce qu'on appelle la social-démocratie, aujourd'hui, est en crise partout en Europe. Oui. Elle est en crise. Pourquoi? Parce que je pense que nous n'avons pas suffisamment analysé la nouvelle période qui s'ouvrait, notamment depuis la crise de 2008. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez fait? Mais ne m'engueulez pas moi. Moi Non, mais c'est pas vous, Je mais n'ai pas, qu'est-ce que- je n'ai pas Oui. cessé de porter ces débats-là et de dire qu'il fallait que nous... Anticiper? Oui, qu'on anticipe. Deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de vouloir porter une alternative au modèle libéral et à la financiarisation de l'économie? Bon, ça veut dire quoi concrètement? Comment on définit cela? Deuxième élément qui est très important, comment on retrouve une capacité d'anticipation? C'était d'ailleurs un des aspects intéressants de la campagne de Benoît Hamon. Regardez, je prends un exemple sur la taxe sur les robots. Tout le monde lui est tombé dessus de manière injuste. Regardez, aujourd'hui, la ville de San Francisco se pose la question de l'introduire. Le revenu universel, tout le monde a dit « Ah, nana, tu es pour la fin du travail, tout ça ». Regardez aujourd'hui ce qu'a dit M. Zuckerberg, le fondateur de Facebook, Mais il y a quand même, dans un discours. Donc il faut qu'on retrouve aussi une Mais capacité non, on ne la sent pas, d'anticipation. cette réflexion. Regardez, Martine Aubry, hier, ou ces dernières heures, a dit il ne faut pas trouver un PS qui soit dans la contestation et qui ne veuille pas gouverner, tendance Mélenchon, mais il ne faut pas non plus un PS tendance social-libérale. Alors il est où le PS? Mais moi, je me Ça doit être quoi? me définis pas dans une double négation. Ouais. C'est pas ni la radicalité. Ça fait moins, ça fait plus. C'est pas ni la radicalité ni la capitulation. Je veux dire, il y a des moments dans l'histoire où il faut que vous assumiez une part de rapport de force sociale et de combat social. C'est la gauche, sinon vous n'êtes pas dans la volonté de changer l'ordre des choses existantes, mais pour le faire avec une volonté de construire un débouché Qui est-ce qui politique. peut incarner cette... Bah, Qu'est-ce qui peut mener cette c'est l'affaire de notre génération. réinvention? C'est l'affaire de la nouvelle génération. C'est qui la nouvelle génération Bah, au PS alors? On va dire en gros, c'est ceux qui ont 40 et 50 ans. On va, c'est à nous C'est de Najat porter ça. Vallaud-Belkacem? Elle, d'autres, Benoît. Mais elle va d'autres. être battue dans sa Mais circonscription. peut-être, mais il faut que nous ayons cette réflexion collective. Et la génération passée, celle qui a conduit le processus des années 80, voire des années 90, jusqu'au début des années 2000 sous Jospin, et voire une partie... Ils sont en retrait, Hollande, maintenant, voilà, hein. il faut qu'on s'en retrait, donc il faut que ça soit nous poser ça, la question. Oui, mais est-ce que c'est possible une direction collégiale? On verra les formes que ça... Hier qui disait Non, ça mais serait bien que ça soit une On direction verra les collégiale. formes que ça prendra. Je pense qu'il ne faut pas qu'on rentre dans ce débat-là avec la volonté d'avoir une bataille de pouvoir. Ouais. Si on fait ça, on va se Vous fragmenter. savez très bien que ça va se terminer comme ça. Pas forcément, pas forcément, pas forcément, parce que... Vous avez un nom en tête? Non, je ne me pose pas la C'est question. pas Benoît Hamon. Je ne me pose pas la question en termes de qui, je me pose la question en termes de quel processus on veut conduire, quel agenda de réflexion on se donne. D'accord. Et puis aussi comment on s'ouvre par rapport au reste de la société et comment on travaille avec l'ensemble de la gauche. Parce que nous avons une gauche très fragmentée, très divisée, il faut qu'on soit capable de la regrouper dans un projet à bâtir en commun. Vous allez faire ça où? Parce que vous êtes obligé de vendre l'hôtel particulier de la rue de Solferino. Peut-être, bon ça c'est pas très grave. Ça. Bah oui, mais ça va vous changer. Je suis pas Vous rentré. allez quitter le 7e Je arrondissement. suis pas rentré au PS pour être propriétaire d'un hôtel particulier, cher monsieur. D'accord. Mais ça se profile, cette... Peut-être, on perspective. changera, on trouvera. Enfin, si on n'avait que ça comme problème à résoudre, ce serait pas grave. C'était le talk de Pascal Cherki, député sortant de la 11e circonscription de Paris et qui veut, qui candidate à sa réélection contre Marielle de Sarnez, qui est au gouvernement. Et bien maintenant, on va passer à vos questions avec Marie-Amélie Putalaz. Marie-Amélie, bonjour. Bonjour. Alors, madame. On a beaucoup d'internautes qui ont écouté soigneusement ce que vous avez dit sur l'avenir du PS et qui ne sont pas forcément tous très convaincus. On a Adam, par exemple, qui dit assez franchement est-ce que ça existe encore, les socialistes? Ou Aïcha qui nous dit quel avenir pour le PS et tous ces internautes qui finalement se sentent de gauche, on va dire, et qui n'ont plus la foi dans le parti. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? répondez à cela, oui. Non mais la Vous devez en question, rencontrer, quand même. non mais la question elle est légitime. J'en rencontre beaucoup moi sur le terrain qui me disent mais qu'est-ce que va devenir le Parti socialiste, monsieur le député? Je dis mais écoutez laissez-nous déjà faire les élections législatives et on peut pas faire deux choses. Vous pourriez en même être temps. une vingtaine de députés seulement, Peut-être, hein, contre peut-être, 100, peut-être. 170, 200, pardon, 79. C'est possible. Bon. En tout cas, l'enjeu, moi je le redis, c'est pas un enjeu de boutique pour moi. Bon, je suis socialiste, je reste Une socialiste. question d'idée. C'est une question de projet, d'abord pour ce qu'on appelle la gauche social-démocrate, et après pour toute la gauche ensemble. Bon, cette question-là, on l'a déjà vécue dans l'histoire, dans des circonstances différentes. Après l'élection présidentielle de 69, le Parti socialiste avait fait 5%.
vous avez une gauche radicale à l'époque, incarnée par le Parti communiste, qui avait fait 20%, mais qui n'était pas au second tour. Et donc, les questions se posaient de la même manière, et un processus de refondation s'était enclenché, et qui avait débouché sur la recréation d'une formation politique qui était capable d'agréger autour d'elle toute une série de courants divers et épars qui étaient fragmentés. Il y avait un homme qui s'appelait Mitterrand. Oui, il y avait un homme qui s'appelait Mitterrand, mais Mitterrand s'est imposé aussi parce qu'il y a eu un débat stratégique qui a été posé. Est-ce qu'on fait l'union de la gauche? Comment on le fait? Alors, le contexte a un peu changé, mais je pense qu'il faut qu'on ait ce type de démarche-là. Si on cherche à savoir si on a une bataille de pouvoir, d'abord, moi, ça ne m'intéressera pas. Et puis, on passera à côté de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est le besoin de régénérer politiquement, sur le fond, notre corpus idéologique. Mais le Benjamin, dans le chat, se pose la question des personnes et il dit, mais la nouvelle génération, si c'est toutes des personnes qui ont 50 ans, ça ne me convainc pas. Non, mais quand j'ai dit c'est un raccourci, ça peut être d'autres. Vous avez dans cette... Moi, je croise beaucoup de personnes, c'est très, très intéressant. On l'a vu aussi dans la campagne de Benoît Hamon, qui sont des personnes qui chercheurs, qui responsables associatifs, qui jeunes entrepreneurs, qui militants syndicaux. Vous n'avez pas parlé d'employés ou d'ouvriers, là? Non, mais... vous êtes un peu coupé des ponts, là. Non, mais quand vous êtes un dirigeant syndical, en général... Quand vous êtes un dirigeant syndical... Oui, c'est souvent aussi des gens qui n'ont pas travaillé depuis longtemps et qui ont des mandats d'élus. Arrêtez de dire cela. Moi, ceux que je rencontre, ils sont délégués syndicaux. Donc, je pense que à un moment donné, on a envie de faire de la politique. Pas forcément pour avoir des mandats, c'est pas ça leur objectif. On a envie de faire de la politique pour construire un projet collectif. Donc, c'est cette énergie-là qu'il faut qu'on soit capable de faire revenir à nous. Si on n'est que dans un débat interne entre nos propres militants et entre responsables passés ou actuels, on n'aboutira à rien. Donc, il faut ouvrir les portes et les fenêtres. Mais ce que prône la social-démocratie, c'est quand même un régime assez dépensier. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Comment vous faites? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Écoutez, monsieur Tréhard, il y a quelque chose qui me stupéfait dans cette société. Personne ne le remarque, tout le monde trouve ça normal. Enfin, on est dans un pays où on accepte de verser plus de dividendes à des actionnaires que de ce qu'on paye comme chaque année comme intérêt de la dette. Il y a 50 milliards qui sont partis encore, pas en fumée totalement, mais qui sont allés dans la poche des grands actionnaires dans le cadre de versement. Oui, mais ces actionnaires, après, ils font tourner cet argent. Oui, enfin, la concentration des richesses n'a jamais été aussi forte, cher monsieur. Et la croissance est atone. Plus les dividendes augmentent sur une longue période, plus la croissance se tasse. Donc le lien mécanique entre versement de dividendes et relance de la croissance, il reste à démontrer. On a plusieurs internautes qui justement se reposent la question de certaines parties du projet économique qui ont été portées lors de la présidentielle, notamment la question du salaire minimum et du revenu universel. Le salaire minimum existe déjà. Oui, et qui disent justement, qui reviennent en disant, mais est-ce que vous avez défendu le revenu universel? Est-ce qu'il ne faudrait pas écarter complètement cette idée, voire même casser le salaire minimum? Est-ce que c'est pas forcément, c'est pas des mesures qui finalement amènent plus à plus de chômage? Mais il y a des partis qui portent cela. Bon, vous avez entendu la fin? Oui. Est-ce que ce ne sont pas des mesures qui amènent plus qui conduisent à plus de chômage? Je ne crois pas. Il y a des partis qui portent cette orientation. C'est la droite, notamment. Voilà. Donc, peut-être Emmanuel Macron aussi, d'ailleurs. On verra. Oui. Je ne le souhaite pas. Mais non, moi, je crois au revenu universel. Alors, c'est une perspective à bâtir. L'idée est arrivée dans la campagne présidentielle. Elle a pu dérouter une partie des Françaises et des Français, je l'entends. Mais celles et ceux qui, à un moment donné, se posent la question de la projection sur les effets combinés de la robotisation, de la numérisation et sur sur le fait que ça va détruire beaucoup plus d'emplois que ça va en créer, parce que c'est une réalité, se pose la question de la répartition des revenus pour permettre d'avoir une société plus solidaire et plus égalitaire et plus soutenable. Le dernier en date étant le PDG fondateur de Facebook, M. Zuckerberg, qui n'a pas encore sa carte au Parti socialiste, qui peut la prendre. Vous l'avez invité à le faire, non, mais je l'ai entendu lors d'un discours dans une université, je crois que c'était à Harvard, dire cela. Et pourquoi je dis ça? Parce que ces réflexions-là sur la taxe sur les robots, sur le revenu universel, c'est au cœur du débat aux États-Unis, parce que c'est le pays qui a été le plus impacté, un des pays les plus impactés par les mutations de la financiarisation de l'économie, l'évolution du capitalisme, la numérisation. Donc je pense que la pensée archaïque, elle est du côté de celles et ceux qui refusent de se mettre en anticipation et de se dire comment, par rapport à ce mouvement qui est inéluctable, on essaie d'avoir des mesures qui permettent de maintenir la cohésion de nos sociétés. Voilà. Alors, une dernière question, Marie-Amélie. Il y a Aline qui demande, par rapport au choix du gouvernement, si vous êtes satisfait du choix d'un ministre de l'Éducation qui plaît autant à la droite. C'est M. Blanquer.
On verra ce qu'il propose. Voilà, Monsieur Vous ne faites pas de procès d'intention. Monsieur Blanquer a été un collaborateur zélé de Nicolas Sarkozy quand il s'agit de carchériser en nombre de postes l'éducation nationale. Il en a contribué à en supprimer plusieurs dizaines de milliers. Il a été un recteur qui a appliqué la politique du gouvernement quand c'était François Hollande. Voilà, il a ses idées personnelles. Il est là pour appliquer la politique du gouvernement. On verra quelle est la définition de cette politique du gouvernement. Il y a des mesures pas idiotes que propose Emmanuel Macron. Il y en a d'autres avec lesquelles je suis plus dubitatif. Je verrai au fur et à mesure. Je ne veux pas faire de procès d'intention. Voilà, c'était les réponses à vos questions de Pascal Cherki, candidat à sa réélection à Paris, aux législatives des 11 et 18 juin. Merci Pascal Cherki. Merci Marie-Amélie. Merci.